RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. À votre invité ce matin, Nicolas Metzdorf, le maire de la Foix. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dure semaine la semaine dernière. Oui. Et c'est pas fini. Hier encore, votre commune a été le théâtre d'actes de vandalisme. Ce sont les pick-up du service incendie et de secours du GSIVM qui ont été volés et détruits par le feu. Oui, c'est ça. On a eu 2 pick-up volés sur Fonvoirie, là où on a notre caserne de pompiers. Ils ont été retrouvés au col d'Amieux et à Canala. Un qui a été brûlé et l'autre qui est en état correct. C'est dommage parce que c'est des véhicules qui servent l'intérêt général, qui servent bien sûr quand il y a des feux, mais aussi des inondations qui interviennent partout, de Boulou-Paris à Thio, en passant par La Foix, Farino, Moindous, Arméa. Voilà. Donc c'est des biens publics qui sont dégradés et c'est dommage parce que c'est les outils du peuple. Vous allez porter plainte ? On a porté plainte, bien sûr, oui. Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du Mont-d'Or, qui a été la commune la plus touchée par les barrages, de Nouméa, qui a connu des scènes de guérilla urbaine, et à la fois, comment ça s'est passé ? Ça a été tendu aussi, hein. Ça a été assez tendu, puisque le carrefour de Fonvoirie est alimenté par Canala et Kouawa. Donc on a eu un gros blocage avec environ 250 à 300 personnes sur place continuellement. Mais on a eu de la chance dans la mesure où on a eu des interlocuteurs assez responsables sur la commune, donc on a pu maintenir les fils des discussions avec des équipes disciplinées de notre côté, les loyalistes, et assez disciplinées de leur côté aussi. Donc à chaque fois qu'on a obtenu des accords pour améliorer la situation, ils ont pu être assez bien tenus, et donc ça a permis d'éviter une escalade de la violence sur place. Donc, Mais les gens étaient face à face quand même. Alors, sur le barrage, c'est plutôt l'équipe municipale qui est allée sur le barrage indépendantisme. Moi, j'y suis allé tous les jours avec quelques adjoints pour justement discuter de comment on pouvait éviter la violence et comment on pouvait améliorer les choses en termes de circulation. Et les loyalistes étaient positionnés plus en retrait dans le village. Mettre les gens face à face comme ça, avec barrage et contre-barrage, il n'y a pas un risque tout de même d'une escalade, que les choses dégénèrent ? Tout dépend à chaque fois du niveau d'insécurité. C'est-à-dire si la manifestation indépendantiste est non violente et se repose sur des convictions et ne met pas en danger la population, il n'y a pas de raison de faire de contre-barrage et d'exposer nos militants. Par contre, si à un moment donné, sur les barrages indépendantistes, il y a des menaces envers la sécurité de nos concitoyens et que la gendarmerie n'est pas assez armée pour nous protéger, il faut malheureusement, je pense, aussi passer par la mobilisation des citoyens. Vous avez eu peur parfois ? Vous avez senti que le climat pouvait dégénérer ? Peur, non, mais inquiet. Vous savez, quand on est maire, on est quand même le responsable de sa commune, on est le responsable de l'ensemble de ses citoyens aussi. On n'est pas que militant, on est le maire de tout le monde. Et donc, il faut à tout prix éviter que la population pour laquelle vous êtes responsable se batte et arrive à avoir des problèmes. Donc, il y a aussi une part de grande responsabilité et c'est pour ça que j'ai tenu, moi, à aller personnellement tous les jours avec mon équipe sur le barrage pour essayer de raisonner au maximum et trouver les voies et moyens qui nous permettraient d'éviter une escalade de la violence qu'ont pu connaître d'autres communes et notamment celle du Grand Nouméa. Et quel climat vous sentez aujourd'hui en Brousse, à l'intérieur ? Les gens sont inquiets, les gens en ont marre. Quelle est l'ambiance générale ? Les gens sont inquiets, forcément. Les gens sont inquiets. Marre, je ne sais pas, parce qu'en Brousse, on est plutôt préservé. Il n'y a pas autant de blocage qu'au Mont-d'Or. Au Mont-d'Or, tout mon soutien vraiment aux Mont-d'Oriens, à toutes ces populations qui subissent plusieurs blocages par an. En Brousse, c'est plus rare. Donc, mais là, il y a une montée d'inquiétude parce que justement, comme c'est rare, on n'a pas l'habitude et c'est vrai que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Et donc, c'est vrai que pour nous, plus on évitera ce genre de situation, mieux ce sera pour tout le monde. Alors, à l'origine, si on peut dire, de ces blocages, de ces barrages, le fameux dossier de l'usine du Sud, comment est-ce que vous réagissez à tous les sabotages qu'on a observés encore ces derniers jours ? Rien ne peut justifier la violence. Rien ne justifie la violence, rien. Ni les casses de voitures, ni les casses de matériel, ni les casses de route, ni le fait de brûler des bureaux, etc. Je crois qu'on peut avoir des convictions, on peut défendre des idées politiques, des philosophies politiques, mais rien ne peut justifier la violence. Et dans notre pays, on a tendance à trop avoir apprivoisé la violence. Voilà.
Je crois qu'on en a fait peut-être un mode de vie, etc. Mais c'est dangereux pour une société. Ça la déséquilibre. Et je crois qu'il faut apprendre à défendre ses idées et ses convictions sans violence. Et donc, forcément que je condamne, mais ça a l'air très faible quand on dit qu'on condamne ces violences-là. Donc, je crois qu'il faut accepter la discussion, il faut accepter le dialogue, il faut accepter d'échanger, mais rien ne peut justifier la violence et il faudra la combattre tout le temps. Alors, il y a également des conséquences économiques, bien sûr. Alors, pour l'usine du Sud, puisque pour l'instant, elle est à l'arrêt, on ne sait pas comment, il y a 3000 emplois au moins qui sont en jeu. Vous suivez également la situation à la SLN, elle inquiète, elle aussi. Forcément qu'elle inquiète. La SLN, c'est des milliers d'emplois aussi. C'est une usine de Doniambo qui est déjà en difficulté, qui a un cash cost très élevé et qui a donc besoin d'un minerai riche pour pouvoir tourner et régulier. À partir du moment où on bloque les mines de la SLN, on met en danger l'outil, mais donc les emplois qu'il y a derrière. Donc, si en plus de la menace des 3000 emplois de Vallée, on rajoute les milliers d'emplois de la SLN, je crois que là, on s'en sortira pas. Donc... Alors, on s'en sortira pas, mais justement, il faut bien sortir de cette situation, il faut bien trouver une solution. L'ICANN et le FLNKS sont sur le terrain, étaient sur le terrain. Maintenant qu'un accord a été signé entre Vallée et Premier Resources, quelle issue est-ce qu'on peut trouver? Comment est-ce qu'on peut sortir de ce dossier? Ce que je voulais dire déjà, Elisabeth, c'est que qui a pu croire qu'on allait laisser faire? Qui a pu croire qu'on allait laisser la Sophie Nord venir en province sud s'accaparer les massifs du sud de manière unilatérale? Là-dessus, on sera intransigeant. Génération INSEE, les loyalistes, on sera intransigeant. Nous, on ne va pas revendiquer le Koniambo avec Promo Sud. Il faut respecter l'esprit des accords déjà. L'esprit des accords, c'est la provincialisation, c'est 2 provinces indépendantistes, une province loyaliste, pour que chacun ait du pouvoir, pour que chacun s'y retrouve. À partir du moment où on brise cette règle fondamentale des accords de Matignon et des accords de Nouméa, effectivement, on brise l'équilibre politique de la Nouvelle-Calédonie. Et jamais nous n'accepterons que la Sophie Nord vienne prendre les massifs du Sud. Jamais. Quand on discute sur une prise de participation de plusieurs provinces sur les mines du Sud, à travers la SPMSC, ok, pour en faire une usine pays, d'accord, mais à ce moment-là, c'est pays partout. Ça ne peut pas être pays dans le Sud et Nord dans le Nord et île dans les îles. C'est-à-dire que s'il y a une participation des 3 provinces dans l'usine du Sud, il faut qu'on discute d'une participation des 3 provinces dans les usines du Nord. Parce que quand on parle d'usine pays, il faut vraiment que ça soit usine pays. Donc, pour en sortir, il faut bien sûr reprendre les fils du dialogue, mais je crois que nous, on ne peut plus ne plus être ferme quand on voit ce qui s'est passé. On doit discuter, on doit éviter la violence, mais il y a un moment donné, nous, on doit dire stop aussi. Parce que là, vraiment, cette situation, c'est vraiment assez symbolique et symptomatique du rapport de force de ces 20 dernières années, de ces 30 dernières années, où à chaque fois, on est obligé de faire des concessions unilatérales. Et ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Mais le dialogue politique, est-ce qu'il n'est pas un peu en panne, justement? On avait eu l'impression que les fils du dialogue étaient renoués, comme on dit, avec les rencontres le Prédour, avec même les longues heures de discussion autour de l'usine du Sud. Finalement, tout ça n'a pas marché. Non, mais vous savez, je crois qu'il faut garder espoir, parce que lorsqu'on ne discute pas, on se bagarre. Et une fois qu'on s'est mis des coups, on fait quoi? On continue à se mettre des coups jusqu'à temps qu'on tombe tous les deux KO? Bon, au bout d'un moment, il faut quand même discuter. Voilà. Donc je pense qu'il faut revenir à la table des discussions, il faut reprendre le fil du dialogue. Je crois que les indépendantistes, je ne crois pas, j'en suis sûr, ils ont eu des discussions avec M. Lecornu dernièrement. Moi, ce que je souhaite, c'est que les discussions ne soient pas uniquement unilatérales, bilatérales entre le Premier ministre et les indépendantistes. Que ça soit pour régler une situation d'urgence, ok, mais à un moment donné, il faut que les 3 partenaires se réunissent. C'est-à-dire, c'est l'État, les indépendantistes, mais aussi les loyalistes. C'est important d'avoir les 3. Et de trouver les équilibres. Et trouver les équilibres, ça ne veut pas dire de déséquilibrer d'un côté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les indépendantistes comprennent que nous sommes ouverts à la discussion, ouverts pour trouver des solutions, mais par contre qu'on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds tout le temps, c'est pas possible. Justement, l'attitude de l'État dans tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et notamment, on pense au maintien de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre, est-ce que l'État a été assez ferme face à toutes les dégradations, les exactions, les barrages? J'ai trouvé l'État assez ferme, mais j'ai trouvé l'État pas assez nombreux. Voilà.
Je crois qu'il y a, je crois que les consignes du ministre des Outre-mer ont été claires, hein, c'est-à-dire de la fermeté, Sébastien Lecornu, et on s'en félicite. Je crois que le haut-commissaire a bien appliqué ces consignes, mais qu'il n'a pas les moyens de faire respecter l'ordre public dans ce genre de situation. À la fois, pendant une semaine, on a eu 5 gendarmes. Voilà. Et il y avait 300 manifestants. Au Mont d'Or, je ne vais pas vous faire le ratio, hein, je crois qu'ils étaient à peine une dizaine. À Païta, ils étaient encore moins. Je crois que on va vivre des situations compliquées dans les années qui viennent, sur la question du nickel, sur la question du foncier, sur la question de la sortie de l'accord de Nouméa, qu'on va revivre ces périodes de tension, même si on va essayer de les éviter. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas se voiler la face, on va revivre ça de temps en temps. Et il faut qu'on ait les moyens de garantir la sécurité des citoyens au maximum, parce que sinon, on va se retrouver comme on s'est retrouvé la semaine dernière, avec des citoyens qui vont se protéger eux-mêmes avec les risques de dérapage que cela comporte. Vous demandez donc un renfort d'effectifs des forces de l'ordre plus nombreuses en Nouvelle-Calédonie. Mais bien sûr, on est en train de vivre la sortie de l'accord de Nouméa. Il y a une crise du nickel qui vient s'y ajouter. Je crois qu'on ne peut pas ne pas considérer l'ordre public comme une priorité. Alors Nicolas Metzdorf, on est le 16 décembre, dans quelques jours, c'est Noël. Est-ce qu'on peut faire la fête dans ce climat? On sait que la mairie de Nouméa a décidé de suspendre les festivités par solidarité envers les salariés de Valais et avec les communes qui avaient été touchées par les blocages. À la fois, vous avez maintenu les fêtes. Oui, alors attention, hein, je comprends la maire de Nouméa, elle a vécu des exactions terribles dans sa ville. C'est une ville de 100 000 habitants, il faut faire attention. À la fois, ça a été plus calme, on va dire. Hein, ça a été moins agressif parce qu'il y a eu du dialogue, il y a eu des échanges, il y a eu une amélioration de la situation sans rapport de force sur le terrain. Donc on a tenu à maintenir les festivités de Noël et puis je crois que les gens en ont besoin. Voilà, je crois que les gens, ils en ont besoin. On a eu un gros succès pour notre lancement des illuminations dimanche soir avec 300 personnes à la mairie. Voilà, je crois que les gens ont besoin de retrouver un peu de bonheur, un peu de joie et de s'évader sur des choses qui sont beaucoup plus simples que les questions politiciennes. Et c'est aussi notre rôle à nous, politiques, et notamment les maires, de pouvoir leur donner ces quelques moments de bonheur aussi. Ça fait partie de notre métier. Qu'est-ce que vous avez prévu à la fois alors? Il y a plein de choses. Je ne veux pas sembler futile, mais alors hier soir, il y a eu les Amis du Père Noël, c'était des peluches pour les enfants. Ce soir, il y a les contes de Noël. Après, il y aura le concours de la plus belle lettre. Il y aura le concours des illuminations. Enfin, voilà, les cadeaux. Voilà, et ça change l'ambiance. Et ça fait du bien. Ça apporte un peu de festivité. Nicolas Metzdorf, le maire de la Foi. Merci d'avoir accepté notre invitation.